Alors, bonjour, bienvenue à tous. Alors, on s'excuse encore une fois pour les petits désagréments techniques. Mon nom est Véronique Maltais, puis j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à la présentatrice du conférencier, j'aimerais vous donner quelques petites consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, vous pouvez fermer votre caméra, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, jusqu'à la période de questions. Pour activer la boîte de chat, donc vous pouvez cliquer en bas sur l'icône bulle à droite. Puis la période de questions va se faire à la toute fin de la présentation. Finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré et je laisse maintenant la parole à Élisabeth Gauthier. Bonjour tout le monde, je suis Élisabeth Gauthier, directrice de recherche de la division biologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides. Bienvenue à ce 6e webinaire de la 37e saison des colloques du SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Un test rapide pour la détection directe de l'infestation du frêne par l'agril, science-fiction ou réalité ». C'est avec grand plaisir que je vous présente notre conférencier Armand Séguin. Armand est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts depuis 1995. Il est titulaire d'un baccalauréat en microbiologie de l'Université de Sherbrooke, d'une maîtrise en biologie moléculaire de l'Université de Montréal et d'un doctorat en sciences forestières de l'Université Laval. Il a reçu une bourse de recherche postdoctorale du Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie, le CRSNG, pour compléter un stage postdoctoral à l'Institut Salk à San Diego, en Californie. Sa recherche vise à mieux comprendre les mécanismes moléculaires à l'œuvre chez les arbres lorsqu'ils réagissent aux stress environnementaux. Il s'est intéressé au cours de sa carrière aux interactions entre arbres et micro-organismes et au développement d'outils de diagnostic pour détecter la présence de ravageurs tels la grêle du frêne. Les études menées dans son laboratoire ont aussi contribué à faire progresser les connaissances en génomique des arbres et ont soutenu l'expertise scientifique du Canada sur les arbres génétiquement modifiés et la façon de réglementer cette technologie. Je vous souhaite un bon colloque et je laisse maintenant la parole à Armand. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, parfait. Donc, je vais débuter avec la première diapositive. Véronique, s'il te plaît. Alors, je vais commencer par la fin, finalement. Je vais commencer par une partie remerciement. Donc, particulièrement pour Robert Lavallée, qui a contribué énormément. Sans lui, ce projet-là n'aurait pas eu lieu. Donc, merci Robert. On voit une photo de lui à la droite, à gauche ou à la retraite. Et à droite, comme chercheur actif qui faisait des interviews dans les médias. Donc, il y a aussi plusieurs personnes et organisations qui sont mentionnées. Donc, je voulais juste souligner ces personnes-là, je ne vais pas toutes les nommer, comme des contributeurs très importants à ce travail-là. Sur la prochaine diapo, donc, le sujet va porter sur la grille du frêne, mais principalement aussi sur le frêne, donc le genre Fraxinus. Je vais parler des différentes composantes que je vais toucher dans les prochaines diapositives. Donc, l'importance écologique de cet arbre-là et, de toute évidence, l'importance économique et sociétale pour son rôle en foresterie urbaine. Donc, sur la prochaine diapo, on peut voir en foresterie urbaine, juste un petit peu avant, l'importance des arbres et de la forêt urbaine. Il y a des études qui ont été faites en particulier par la banque TD sur la valeur des forêts urbaines au Canada. Donc, on peut penser à quelques points rapidement, la séquestration de carbone par les arbres urbains, l'amélioration de la qualité de l'air par la production d'oxygène, l'aspect filtrant aussi de la canopée, des économies d'énergie en diminuant les coûts de climatisation, les îlots de chaleur, et finalement aussi avec les changements climatiques, donc les changements de météo qu'on voit drastiques, donc les temps très pluvieux, les débits d'eau importants qu'on retrouve par rapport aux eaux de ruissellement et les eaux usées qui sont diminuées par les espaces urbains. Sur la prochaine diapo, on peut voir aussi l'aspect de la perte des services écosystémiques lorsque les arbres sont dépérissent ou sont sujets à des ravageurs. À droite, on voit une photo dans une ville en Ohio
en 2006 la canopée qu'on voit à partir des frênes en bordure de rue qui a disparu dû à la présence de la grille du frêne. Donc, on peut déduire toutes les composantes au niveau urbain et les coûts qui sont reliés à la disparition de ces arbres-là. Sur la prochaine diapo, on peut voir justement un exemple récent à Québec ici, l'annonce du maire Marchand d'un investissement de 45 millions pour lutter contre l'épidémie de la grille du frêne. Donc, ça pose essentiellement sur continuer les outils de lutte contre la grille, je vais revenir là-dessus, et le remplacement d'arbres urbains parce qu'il y a plusieurs frênes qui vont disparaître. Le site de Arbre Canada, ou Tree Canada aussi, parle sur les bienfaits des forêts urbaines, qui a une belle documentation avec plusieurs villes qui ont été citées sur le fait d'être proactif en foresterie urbaine. Prochaine diapo, on peut voir justement l'importance économique et sociétale du genre Fraxinus. Donc, les bâtons de baseball sont faits en frêne, étaient faits en frêne, parce que maintenant l'approvisionnement est très problématique. La compagnie de guitare Fender aussi avait une marque de commerce importante en utilisant le frêne blanc pour faire leur instrument. Et ça va disparaître aussi. Il y a une annonce récemment en disant que l'approvisionnement de frêne était difficile et c'est plus possible de poursuivre dans cette direction-là. Et aussi pour les Premières Nations, le travail de vannerie qui est fait surtout avec le frêne noir, avec les pièces pièces très, très belles qui sont faites par ces communautés-là. Sur la prochaine diapo, on poursuit peut-être moins dans l'aspect urbain, mais encore là dans l'importance écologique au niveau des pertes de services écosystémiques dues à la disparition des frênes. Ici, on parle plus du frêne noir qu'on trouve beaucoup moins plus dans les milieux humides, moins dans les municipalités. Donc, c'est des habitats qui sont indispensables pour la flore et la faune. Encore une composante au niveau de la séquestration du carbone et le maintien des milieux humides. Prochaine diapo, on peut voir donc les trois espèces de frênes qui sont souvent mis sur la table ou qui sont discutées. Donc, les deux premiers, le frêne vert et le frêne blanc, on peut voir en bas, en vert, la zone de distribution. Donc, ça va vraiment un peu partout au niveau américain sur la partie est. C'est des frênes urbains qui ont fait leur preuve d'une certaine façon, mis à part la susceptibilité pour la grille. J'ai attiré votre attention sur le frêne noir. Vous pouvez voir qui s'étend vraiment plus au nord, en Ontario, au Québec en particulier. Donc, pour les services écosystémiques dans les milieux humides, dans les environnements non urbains, la perte du frêne noir va avoir des conséquences très importantes. Prochaine diapo, qui un peu relate l'entrée de la grille au Canada, où la plupart des ravageurs exotiques, donc c'est les échanges commerciaux. En creusant un petit peu plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a des organismes comme la FAO et International Plant Protection for Convention aussi, qui régit les règles internationales. Donc, la prochaine fois que vous allez acheter une boîte de clémentine ou si vous avez des palettes, on peut voir la provenance. Donc, il y en a une, on peut voir US pour United States ou Canada. Le traitement, donc heat treatment pour acheter. Et puis, il y a un numéro qui correspond à les différentes organisations qui s'occupent de la certification. Donc, le bois doit être séché ou traité de façon à se débarrasser de toute larve d'insectes. Donc, à l'époque, cette réglementation-là était pas tout à fait, était en place, mais bon, les fournisseurs peuvent quand même utiliser du bois vert pour pour emballer les articles ou le transport de marchandises. C'est malheureusement la porte d'entrée pour les ravageurs exotiques. Sur la prochaine diapo, on peut avoir une bonne vue on parle de la grille qui est arrivée au Canada en 2002. Elle était probablement déjà en place et l'insecte n'a pas présenté son passeport au service frontalier. Dans la région, ça a été découvert dans la région de Windsor, dans le sud l'extrême sud du Canada, vraiment. Et sur la prochaine diapo, on peut voir la propagation 17 ans plus tard. Donc, j'attire votre attention pour regarder du côté gauche
au Manitoba. Donc, Winnipeg, on a découvert la grille à Winnipeg. Dans le fond, de Winnipeg à Halifax, on va voir toutes les régions en rouge où c'est des endroits qui ont été comptabilisés par la CIA comme pour avoir la présence, détecter la présence de la grille. Donc, ce voyage-là que la grille a fait, il n'a sûrement pas fait en volant d'un endroit à un autre. C'est pas une propagation naturelle, c'est une propagation qui a été faite par l'humain. Sur la prochaine diapo, on peut voir comment ça fonctionne. Donc, c'est essentiellement, entre autres, du bois de chauffage qui est pas seulement par les gens qui font du camping, mais les gens qui utilisent le bois de chauffage aussi, qui est transporté, le bois vert, entre autres. Et c'est une histoire qui a été répétée aussi, on a fait une répétition, si on peut dire, avec le longe-corne asiatique, la photo à droite, où on voit que les campagnes de prévention de déplacement de bois de chauffage étaient déjà en place avant d'avoir une problématique grandissante avec la grille. Sur la prochaine diapo, on peut voir la dispersion, le cycle de vie de la grille du frein. Donc, comme on le mentionnait dans l'introduction, je suis microbiologiste de formation, biologiste moléculaire et pas entomologiste. Donc, ma description va être quand même assez brève, mais tout débute finalement l'été lorsque les adultes vont émerger d'un arbre infesté. J'aime bien les figures qui sont à droite aussi, qui sont plus précises au niveau de la physiologie parce que la propagation de la larve se fait au niveau de l'écorce, se fait pas à l'intérieur de l'arbre. La photo à gauche, je trouvais que c'était pas dans une revue spécialisée, mais ça démontrait bien aussi le chemin parcouru par la grille. Donc, les adultes vont s'accoupler au printemps, vont s'alimenter sur les feuilles. Donc, la défoliation causée par les feuilles n'est pas très importante. C'est vraiment le déplacement de la larve suite à l'éclosion des œufs qui sont déposés toujours au printemps. Donc, pendant l'été, la larve va faire son chemin entre l'arbre et au niveau de l'écorce, donc entre le bois et le cambium. Pour cette partie-là, va se faire pendant une année. Et puis, l'année suivante, dans des conditions chaudes particulières, souvent ça peut prendre deux ans dans une condition climatique plus froide. Donc, la larve va muer et l'adulte insecte va sortir par ce qu'on appelle les trous en forme de D. C'est un D qui est mis sur le côté, la lettre D, je veux dire. Donc, c'est le cycle continu. Donc, ce qui cause beaucoup de dommages, c'est vraiment l'été où la larve s'alimente dans le cambium et coupe finalement l'approvisionnement des éléments nutritifs et l'eau de l'arbre. Sur la prochaine diapo, on peut voir comment on peut identifier les arbres malades. Donc, on peut utiliser les pièges d'insectes. Donc, vous en voyez un à droite, une espèce de gros cylindre vert. Donc, vert pour une couleur qui va attirer la grille du frêne. On met aussi des phéromones à l'intérieur du piège pour l'attirer. Donc, on peut faire un décompte de la présence environnante de la grille en faisant le décompte du nombre d'insectes qui sont capturés. Ici, il y a Robert Lavallée, entre l'installation de 2 pièges, qui en profite pour faire une interview pour parler de la problématique de la grille du frein. Sur la prochaine diapo, on voit aussi une autre façon d'identifier les arbres malades, c'est-à-dire de prélever des branches. Ça peut se faire pendant toute l'année, c'est un côté pratique. C'est quand même assez laborieux. Vous voyez à droite, dans le panneau C et B, on doit écorcer une branche au complet. Il faut être chanceux pour tomber sur une région où il y a des galeries, comme on peut voir en B. Donc, l'apparition de galeries est de toute évidence une bonne réponse que l'arbre est infesté. L'infestation, ça a été le début de l'histoire de la grille à Québec, parce que c'est une campagne d'écorçage qui avait été mise en place par la Ville de Québec, qui a permis de mettre ça en relief. Sur la prochaine diapo, les méthodes de lutte disponibles contre la grille du frein. Donc, il y a des guêpes qui ne sont pas des guêpes piqueuses, qui sont microscopiques. C'est Véronique Martel qui fait ces travaux-là. Donc, on peut voir, on met des petits contenants, comme on peut le voir sur la photo de l'arbre au centre, avec des larves de guêpes qui vont éclore. Et cette guêpe-là, qui est microscopique, comme je le mentionnais,
a la bonne ou mauvaise habitude de pondre ses œufs dans les larves d'agril. Donc, c'est une façon de contrôle biologique pour la grille du frêne avec un insecte et avec un champignon aussi de l'espèce Beauvaria. Donc, les pièges sont utilisés pour attirer les insectes, pour les contaminer avec le Beauvaria, qui est un champignon entomopathogène, comme j'ai mentionné, et qui est utilisé aussi à différents degrés pour la lutte contre la grippe. Prochaine diapo. Les autres méthodes de lutte aussi, vous la connaissez sûrement, c'est le fameux triazin, qui va prendre une partie importante du budget de la ville de Québec dans le 45 millions de dollars. Donc, c'est une molécule naturelle. C'est pas un nicotinoïde, ça vient d'une plante qui est un arbre qui existe en Inde. Pas l'argousier, mais le margousier, juste pour vous mélanger un peu plus. Et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il faut toujours faire le traitement à chaque année. Plus l'arbre est gros, plus ça prend de seringues pour l'injection, plus ça prend de matériel. C'est quand même un produit qui a été découvert par le Service canadien des forêts, donc on a un brevet. On a des redevances, j'imagine, pour redistribuer au niveau des budgets des chercheurs, je suppose. Donc, si vous portez attention aussi dans la région de Québec, dans la ville de Québec, à la base des arbres, il y a une espèce de petit point vert qui est fait avec la peinture en canette qui indique que l'arbre a été traité. Donc, vous avez sûrement des arbres qui ont été traités près de chez vous et cette campagne-là va se poursuivre parce que c'est très efficace, mais ça reste une intervention continuelle. Du moment qu'on arrête le traitement, la grille va reprendre le dessus. La solution ultime, éventuellement, c'est de couper l'arbre, ce qui est pas nécessairement une vraie solution. Sur la prochaine diapo, on peut voir que le frêne est aussi très populaire à l'échelle internationale parce que, donc, de côté, en Amérique, on a un problème avec un insecte, la grille du frêne, mais en Europe, il y a un champignon pathogène important, la chalarose du frêne. Je laisse le soin au pathologistes de prononcer le nom en latin. Donc, vous pouvez voir ici, c'est du travail fait par Richard Boggs, qui est professeur à Queen Mary University of London. Il a plutôt un nom de famille pour travailler sur les insectes, mais il travaille donc sur les champignons pathogènes. Donc, en Europe, il y a des gros projets de recherche qui visent à mieux comprendre la résistance du frêne à la chalarose. Donc, en vert, vous pouvez voir les différents points d'échantillonnage. Ça fait plus longtemps qu'ils ont le problème avec la chalarose qu'on a le problème ici avec la grille. Et sur la prochaine diapo, vous pouvez voir que des fois, en fait, partager une même espèce végétale comme sujet de travail, ça peut accélérer les choses. Donc, la génomique chez le frêne a essentiellement débuté avec la disponibilité du génome du frêne européen, donc en 2016. Et à vrai dire, plutôt en 2017, où c'était vraiment disponible sur des bases de données pour l'utiliser. Il a fallu attendre quand même un petit peu plus longtemps, donc en 2021, où on a pu avoir le frêne vert, le frêne de Pennsylvanie, qui a été développé par un consortium américain. Donc, à partir de là, on avait vraiment les outils pour faire de la génomique et pour mettre en œuvre le projet que je vous présente aujourd'hui. Sur la prochaine diapo, juste une petite survol rapide de la terminologie que je vais utiliser. Donc, faire la différence entre génomique, gène et expression génique. Donc, la définition du génome, c'est la génomique, c'est de regarder le fonctionnement d'un organisme à l'échelle complète. Donc, tout son génome, on ne travaille pas avec un seul gène. On essaie d'avoir une vision globale avec tout l'ADN qui est porté sur les différents chromosomes. En passant, le frêne a 46 chromosomes, 46 parts, donc 23 chromosomes, pardon, comme nous. Donc, on peut voir l'ADN qui représente le matériel génétique. Dans certaines conditions, on utilise la production, l'ARN messager est produit par la transcription et c'est un peu comme la façon de fonctionner, le mode de fonctionnement ou le code pour produire une protéine en particulier. Donc, pendant la présentation, je vais mentionner des aspects au niveau
de la transcriptomie qui constitue l'analyse de l'ARN et la protéomie, ou le transcriptome et le protéome. Prochaine diapo. Donc, on a voulu développer une méthode d'échantillonnage qui était relativement simple pour aller prélever le tissu pour extraire l'ARN ou les protéines. Donc, toujours en utilisant dans le panel A, donc des arbres qui sont sur lesquels il y a des pièges. Donc, on peut savoir la présence ou l'absence ou la présence relative de la grille dans l'environnement en question. On utilise une espèce de punch, donc un emporte-pièce qui va nous permettre d'aller chercher une partie de l'écorce de l'arbre. On peut voir dans la main, on peut mettre, c'est un peu plus petit qu'une rondelle de hockey. Ça fait à peu près, je dirais, 2 pouces de diamètre. Donc, cette partie-là décolle quand l'arbre est en croissance. Si on essaye un peu trop tard, pendant l'été, lorsque la croissance est finie, on n'arrive pas à décoller la partie en question de l'écorce. Donc, on se retrouve avec le phloème dans la main, parce que le xylème est resté du côté de l'arbre. Donc, en grattant cette partie qui est un peu gélatineuse, donc les cellules qui sont actives, on arrive à aller chercher ce matériel-là pour le mettre dans un tube, le congeler et le rapporter au laboratoire. Donc, une fois qu'on le rapporte au laboratoire, on peut broyer ce matériel-là dans un mortier et puis donc aller chercher soit l'ARN messager, soit les protéines, tout dépendant de la technique qu'on utilise. Donc, le fait que cette approche-là fonctionne, ça a été vraiment le début de la méthode de prélèvement pour éventuellement aller vers un test de diagnostic. Prochaine diapo. Donc, l'échantillonnage a été fait de quelle façon? On voulait essentiellement faire l'échantillonnage sur une courte période, à l'intérieur même pas moins d'une semaine, pour ne pas avoir les effets de variation. On ne peut pas infester des arbres, faire un dispositif expérimental, c'est impossible. Donc, on s'est basé un peu sur la propagation naturelle de la grille qu'on voyait. Donc, l'épicentre, à l'époque au Québec en 2017 plutôt, était vraiment dans la région de Montréal. Donc, on a regardé un gradient finalement en distance, à peu près 25-30 km entre chaque point d'échantillonnage pour avoir 3 régions où on avait une présence d'agril qui était variable. Sur la prochaine diapo, on peut voir l'échantillonnage des arbres dans la région de Laval. Donc, avec Google Maps, on peut vraiment identifier les arbres qui sont présents dans les parcs. Ce sont tous des arbres urbains. On ne connaît pas la provenance de ces arbres-là, mais on sait l'espèce. Et ils sont tous soumis, à vrai dire, aux mêmes conditions d'une certaine façon. Si on va un peu plus loin, quand on se déplace sur la prochaine diapo vers l'est, donc l'île de Lebel, où on a un degré d'infestation qui est moins élevé par rapport à l'épicentre près de l'Institut Armand Frappier à Laval, par exemple. Si on va un petit peu plus loin encore, sur la prochaine diapo, on peut voir, on voyait en théorie l'échantillonnage à Berthierville. Donc, ici, ça résume quand même assez bien l'échantillonnage qui a été fait. Donc, 15 arbres au total, 5 en région niveau d'infestation élevé. On peut voir le nombre d'insectes, 260 insectes qui ont été observés dans les pièges en moyenne. Et puis, les répantiniers où il y a une infestation moyenne avec beaucoup moins d'insectes. Et finalement, relativement faible, la Valtrie ou Berthierville, avec 5 arbres, avec seulement en moyenne 4, plusieurs pièges ne contenaient pas d'insectes, donc une moyenne de 4 arbres, 4 insectes par arbre, pardon. Donc, vous pouvez voir ici en bas aussi, chaque arbre a été photographié, donc on a des photos d'arbres qui ont été utilisés. Donc, élevé ou high, vous allez voir, on s'excuse parce qu'on avait des figures qui étaient difficiles à convertir au niveau on pouvait rajouter quand même avec PowerPoint les noms en français, là, mais on a high, medium, low, donc élevé, moyenne et faible pour les 3 échantillons qu'on a. Puis vous pouvez voir les arbres, on peut relativement bien les identifier de visu quand on recule et on voit la perte de canopée
dans les échantillons high versus médium et low. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Bon, alors cette diapo-là va être très simple parce que je ne vais pas vous expliquer comment on fait le séquençage de l'ARN et je ne vais pas vous expliquer non plus comment on fait la protéomique. Parce que ce serait vraiment trop long et puis on va utiliser trop de temps pour décrypter d'une certaine façon ces différentes approches-là. Donc, je vais prendre un logo sur une compagnie qui fait le séquençage de l'ADN et de l'ARN, donc mRNA-seq in 3 simple steps. Donc, le séquençage de l'ARN en 3 étapes faciles, à savoir, il faut récolter des échantillons, comme je vous l'ai montré, en utilisant un prélèvement d'écorce. Il faut faire l'extraction au laboratoire de l'ARN messager et on envoie ça à une plateforme de séquençage, soit Génome Québec ou au CHUL ici, le centre de génomique, même pour faire la protéomique, vous allez voir un peu plus tard. Et on reçoit nos données sont mises sur un serveur. On peut accéder nos données sur un serveur qui est dans le cloud et on peut faire toute la bioinformatique nécessaire. Et donc, le travail de laboratoire est vraiment essentiellement pour extraire l'ARN de nos échantillons et après ça, on envoie ça aux plateformes de séquençage. Petit rappel aussi, donc les trois traitements qu'on a finalement, infestation élevée, moyenne ou faible. Prochaine diapo. Donc, on peut voir une analyse de composantes principales en prenant toutes les données. Là, on parle de plusieurs milliers de gènes qui sont identifiés dans les 3 traitements. On peut voir que la PCA, pour utiliser son petit nom, entre les comparaisons des arbres élevés versus faibles, qu'on différencie seulement par la nature des gènes qu'on a identifiés, une différence claire. Lorsqu'on compare élevé et moyen, on voit aussi une différence claire. Quand on compare moyen et faible, par exemple, il y a une superposition. Donc, on peut penser à un gradient. L'infestation très forte va amener plus de gènes dérégulés, dont la nature est très spécifique par rapport à d'autres gènes qui sont plus des gènes constitutifs. Sur la prochaine diapo, on peut voir ici un diagramme de Venn où vous avez le nombre de gènes de transcrits d'ARN qui sont dérégulés dans les 3 conditions qui ont été étudiées. Donc, les 1422 gènes sont très intéressants parce que c'est une signature moléculaire très particulière reliée à la présence de la grille du frêne. High et medium, on parle de 1304 gènes. Et lorsqu'on regarde médium et low, on a très peu de gènes encore spécifiques à l'état non infesté parce qu'il y a une moins grande réponse de défense. Donc, si on pense que la grille du frêne n'induit pas de réponse de défense chez le frêne, on se trompe. La grille est détectée par l'arbre et il y a une réponse de défense très importante qui est mise en place avec une multitude de gènes qui nous donnent du travail pour les prochains mois et années à venir. Sur la prochaine diapo, on peut voir... il en manque peut-être une, non, c'est bon. Donc, on fait aussi de la protéomique. Donc, lorsqu'on utilise la même technique d'extraction au départ de récolte d'écorce, au lieu d'utiliser un protocole pour extraire l'ARN, on va chercher les protéines. Donc, ces protéines-là, l'extrait de protéines peut être envoyé sur une plateforme de séquençage comme le centre de protéomique du CHUL pour avoir des données sur la nature de ces protéines-là. Donc, on peut voir dans le tableau à droite, en rouge sont les gènes qui sont induits et en bleu, les gènes qui sont réprimés. En noir, ce sont les gènes dont le niveau d'expression, des protéines dont leur niveau de présence est inchangé. Donc, on peut passer des heures le soir ou le jour à regarder les différents gènes parce que lorsqu'en temps réel, on déplace le curseur au-dessus de chaque point, on peut avoir un peu la fonction de ce gène-là, son petit nom, si on peut dire. Donc, on peut regarder les gènes qui sont réprimés en bleu, les gènes qui sont induits en rouge. Donc, le message à retenir encore aussi, c'est que au niveau des protéines, il y a une panoplie de processus de défense qui sont mis en place. Sur la prochaine diapo, on va voir un peu, donc, lorsqu'on regarde
avec un œil averti un peu le rôle potentiel de ces protéines-là et la notation qui a été faite dans les bases de données, on voit tout de suite une réponse de défense. Donc, en rouge, on a des gènes qui sont impliqués dans la production de la lignine. Donc, le bois est composé de cellulose et de lignine. La digestibilité du bois par la grille est causée par des enzymes particuliers qui ne sont pas contenus, qui ne sont pas présentes par la grille, qui ne sont pas produites par la grille, mais le microbiome de la grille, un peu comme une termite ou une vache qui va être capable de digérer le foin. C'est vraiment dans son intestin, avec les micro-organismes, les bactéries, les champignons qui sont présents, qui permettent de dégrader ça. L'arbre ici, comment il réagit? Il réagit en mettant plus de lignine. Donc, il diminue la digestibilité des fibres de cellulose et il colmate aussi beaucoup de façon un peu comme avec du ciment. Dans le fond, les gènes que vous voyez, c'est les composés phénoliques qui agissent un peu comme du ciment autour des fibres de cellulose. Donc, il y a une forte réponse de ces gènes-là. Il y a des gènes aussi qui codent pour des endokétinases. Et donc, de la kétine, il y en a sur les crevettes, sur l'écorce des crevettes, mais les insectes sont composés aussi de kétine. Donc, il y a des enzymes spécifiques qui attaquent, qui dégradent les composantes, l'enveloppe des insectes qui est produit. On pourrait parler beaucoup plus longtemps là-dessus, mais donc, c'est une réponse très, très forte de défense qui est mise en œuvre. Sur la prochaine diapo, on arrive à mon titre. Donc, est-ce qu'on a vraiment les composantes nécessaires ou est-ce que l'approche pourrait nous permettre de développer un test qui serait apparenté à l'approche de dépistage pour la COVID, qui est basée sur des anticorps? Donc, je vais juste prendre peut-être 3-4 minutes pour, malheureusement, je n'ai pas de pointeur, mais j'ai des couleurs. Tout le monde a sûrement passé un test COVID. Probablement, certaines personnes ont pris un tournevis ou un couteau pour ouvrir la chose, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait dedans. Et malheureusement, tout le monde a été bien déçu de rien voir, parce qu'il n'y a rien à voir, parce que tout est au niveau moléculaire. Donc, l'idée, pourquoi je parle de ça, ce serait lorsqu'on gratte une écorce d'un arbre avec avec un emporte-pièce beaucoup plus petit, on pourrait avoir un tampon. Au lieu de prendre un écouvillon puis aller prendre un échantillon dans la gorge ou dans le nez, on pourrait prendre l'échantillon qu'on récolte sur le frêne pour le mettre en solution et appliquer cette solution-là sur un test qui serait similaire à un test COVID. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup d'anticorps qui sont présents en rangée, c'est un peu qui sont un peu placés dans le papier de la membrane de nitrocellulose qui est en dessous, qui est il y a des papiers absorbants aussi qui assurent la migration du liquide sur le test COVID. Donc, nous, ce qu'on veut développer avec notre approche en protéomique, c'est de voir est-ce qu'il y a des protéines pour lesquelles on aurait des anticorps qu'on pourrait développer nous-mêmes en partenariat avec des compagnies particulières ou qui seraient disponibles vu la recherche qui a été faite dans le monde végétal, des anticorps qu'on pourrait utiliser pour un test rapide pour discerner la présence ou l'absence de la grille dans un échantillon particulier. Donc, au niveau de la COVID, quand on met notre échantillon, donc on hydrate, pour ça qu'il faut mettre 4 gouttes, 3 ou 4 gouttes, ça prend assez de matériel pour bien hydrater le tampon de l'échantillon. Et là, il y a une espèce de vague qui part, qui s'en va de gauche à droite, et on solubilise donc les anticorps qu'on voit. L'anticorps, dans ce cas ici, l'anticorps qu'on recherche, c'est l'anticorps bleu qui détecte la COVID. Donc, la COVID, on voit en vert qui se trouve être la partie, les fameuses protéines des spicules, donc les protéines de la capside qui est bien exposée dans l'échantillon. Nous, ça va nous prendre une protéine qui est soluble aussi. Et il y a donc, c'est la première réaction qui, si c'est positif, avec une colorimétrie, il y a quand même des enzymes, des produits chimiques dans ça qui assurent la production de la couleur qu'on développe, qu'on voit qui se développe sur le papier filtre. Et le contrôle positif, qui est finalement l'anticorps rouge, qui est déjà placé qui est réhumecté et qui est mis en solution.
lui, il détecte les anticorps, les chaînes lourdes des anticorps. Donc, il détecte s'il y a bien une présence d'anticorps qui est présent dans l'échantillon. Et donc, s'il y a un problème avec, par exemple, le test est expiré ou a été mal entreposé, et il y a certaines composants de ce kit-là qui fonctionnent pas, le test de témoin positif ne fonctionnerait pas. Donc, sur la prochaine diapo, on peut voir les réponses qu'on a. Donc, de toute évidence, il faut que ça soit le contrôle en rouge, il faut qu'il soit positif partout. Même dans l'échantillon, on mettrait seulement une solution saline. Mais pour ceux qui ont fait les tests de COVID, vous allez probablement remarquer que si on regarde le test dans le temps, si on a un niveau d'infestation de la COVID, un titre de virus assez élevé, souvent la barre bleue va apparaître très rapidement, presque comme une vague qui déferle au niveau du premier test. Donc, il y a un aspect quantitatif aussi un peu là-dedans. Après, tout devient très fort, mais si on regarde dans le temps, il y a quand même une progression. Donc, l'idée aussi, ça serait de voir si, dans le cas d'un échantillon avec un arbre, est-ce qu'on pourrait déterminer, voir s'ils sont fortement ou faiblement infestés. Ce serait quelque chose à regarder. Donc, l'interprétation des résultats pour un test grand public comme celui de la COVID est quand même assez claire. Donc, on se baserait sur une approche qui serait très similaire aussi, avec des possibilités de raffinement pour peut-être voir un peu des niveaux d'infestation qui sont différents. Sur la prochaine diapo, donc, on peut voir, c'est pas un test COVID, mais on a testé plusieurs anticorps basés sur les données qu'on avait en protéomique et en transcriptomique. Donc, ici, c'est pas un test COVID, mais c'est un gel où on a fait migrer les protéines. Donc, on a à gauche la taille en kilodalton. Donc, les protéines sont séparées selon leur poids moléculaire. Les plus petites migrant plus bas. Donc, le 10 kilodalton, c'est la dernière protéine qu'on voit sur le marqueur moléculaire. À 25 kilodalton, c'est la plus grosse protéine qu'on voit. Là, j'ai seulement une section d'un gel. Le gel est beaucoup plus grand que ça pour vraiment faire le focus sur le résultat qu'on obtient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait les protéines du frêne et on transfère les protéines sur une membrane comme telle. Donc, étant donné qu'on n'a pas le test COVID encore, il faut travailler un peu comme la partie développement. Donc, on a deux échantillons. Un échantillon qui vient d'un arbre fortement infesté, un arbre high, et un arbre low. À droite, vous avez le marqueur moléculaire qu'on colore aussi avec une autre approche, mais c'est exactement les mêmes protéines. Il y en a qui sont colorés de nature, ils sortent rose et bleu, puis il y en a un autre qui est coloré avec la même approche qu'on utilise pour mettre en évidence les deux bandes que vous voyez avec les deux arbres infestés à un niveau élevé et faible. Vous allez me dire tout de suite, tu as quand même un peu de background dans ton arbre sain ou faiblement infesté, mais on voit quand même une réponse plus forte et on l'a répété, c'est avec un anticorps en particulier dans l'arbre qui est infesté par la grille. Donc, le problème avec cette approche-là, c'est qu'on n'a pas la COVID a un génome tout petit et à peu près une quinzaine de protéines qui sont produites. Chez le frêne, on a une quantité beaucoup plus importante de protéines. On a 35 000 gènes et puis on a autant de protéines. Donc, il faut démêler ça un peu plus. La recherche d'un anticorps, au même titre que ça a été fait pour un anticorps qui réagit à la spicule de la COVID, c'est différent. Mais avec tous les travaux qu'on a fait, on a quand même fait, sans faire de jeu de mots, un élagage important pour aller chercher certaines cibles qui seraient intéressantes. Donc, ça peut donner des pistes intéressantes pour développer ça. Sur la prochaine diapo, on peut voir donc on utilise un peu la même approche. Éventuellement, ce qu'on fait dans le développement du kit de diagnostic comme tel, on utilise la même approche qu'au début pour le prélèvement des échantillons. On s'arrange à avoir des données sur le niveau d'infestation des arbres avec des pièges qui sont mis en place. On utilise un emporte-pièce beaucoup plus petit, donc il fait à peu près un demi-pouce. Et on prélève, là ici, on prélève
la fameuse pastille, si on peut dire, avec, avec le cambium qui est présent. La limitation du test, comme je le mentionnais, il doit se faire seulement dans la période active de croissance de l'arbre, sinon on ne peut pas décoller l'écorce. Si on fait ça une date, ça ne fonctionnerait vraiment pas. On a fait des tests aussi avec un outil assez simple comme un pressail d'IKEA ou un Zestar pour voir si, en allant chercher un peu comme quand on prend un Zestar pour aller chercher du fromage, si on frotte le Zestar sur la partie écorce de l'arbre, on va aller chercher vraiment une espèce de petit truc gluant qu'on peut voir dans les tubes qui sont posés sur un fond noir, là. Donc, on arrive à aller chercher du matériel. On travaille présentement sur les tampons pour aller extraire ces protéines-là, surtout les protéines qui nous intéressent, qu'on va tester sur les... je mets le test COVID, là, mais c'est un peu ambitieux. On va quand même rapporter ça au laboratoire pour le faire à la méthode traditionnelle ou la méthode plus complexe, comme je vous l'ai présenté sur la diapositive précédente. J'ai un petit encadré en haut ici où, effectivement, il y a des compagnies qui permettent de produire des anticorps sur mesure. Donc, on a déjà des pistes intéressantes. On a fait quelques tests plutôt décevants, mais on peut continuer à regarder, voir des cibles particulières qui ne vont pas démontrer une positivité dans des échantillons sains et qui vont quand même démontrer une bonne sensibilité lorsque l'arbre est infesté par la grille. Sur la prochaine diapo, on est à la conclusion déjà, donc ça va vite. Donc, en gros, le message à retenir, c'est que dans l'approche génomique qu'on a utilisée, on a étudié tous les gènes qui sont dérégulés, puis toutes les protéines produites de façon systématique avec des outils de bioinformatique. Donc, cette analyse-là a démontré des changements majeurs dans plusieurs processus métaboliques. Donc, le frêne n'est pas seulement un substrat, c'est vraiment un organisme vivant qui a une réponse de défense très forte suite à la présence de la grille et à la présence du microbiome de la grille aussi, parce que les larves, les excréments vont être répartis aussi au niveau du niveau vasculaire, du système vasculaire de l'arbre. Donc, oui, il y a une réponse importante. Et les applications à court terme, c'est, comme je l'ai mentionné, de voir à développer un kit de diagnostic portable, idéalement. Ça pourrait être aussi des travaux, les pastilles pourraient être envoyées dans un laboratoire où la partie laboratoire serait faite, l'extraction des protéines et la quantification ou le test, pas nécessairement par un test COVID. À long terme, ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en relief des gènes qui sont des composantes importantes au niveau génétique à la réponse de défense du frêne. Donc, ces marqueurs-là pourraient être utilisés pour développer des outils de sélection. On ne parle pas de transgénèse ici, on parle de regarder dans les populations naturelles si on pourrait identifier des arbres qui sont résistants à la grille. Il y a des initiatives, entre autres, aux États-Unis, où on a identifié des frênes survivants, des lingering ash. Donc, ces arbres-là, suite à 2 passages d'infestation de la grille, ces arbres-là sont restés intacts ou très peu affectés par la grille. Donc, beaucoup de chercheurs américains, des groupes consortiums, regardent à voir qu'est-ce que ces arbres-là ont de particulier pour avoir résisté à l'infestation par la grille. Donc, aujourd'hui, on a vraiment mis l'emphase sur un test de diagnostic, mais toutes les données qu'on a en protéomique et en transcriptomique peuvent être mises à contribution pour trouver des outils de sélection, ce qui va être fait par des collègues qui sont plus en sélection. Sur la prochaine diapositive, je voulais justement faire une petite publicité à la demande de Nathalie Isabelle qui travaille une espèce de consortium Canada-US, un projet sur les frênes qui vise à identifier un peu les frênes survivants, voir la diversité que les frênes en milieu naturel. Donc, il y a plusieurs organisations, Ressources naturelles, ministère des Ressources naturelles du Québec, l'Université du Québec en Outaouais et 2 organismes américains, le US Forest Service et 2 universités, pour un peu voir regarder dans les populations naturelles ce qu'on retrouve en fait de résistance à la grille. Et sur la prochaine diapo,
on voit des objectifs plus particuliers, comme qui visent à, d'une part, à conserver les semences, donc avoir un programme de conservation des ressources génétiques, où il y a des graines qui sont, surtout au niveau du frêne noir en particulier, mais aussi dans les autres espèces urbaines, des lots de graines qui sont recueillies dans toute l'aire de distribution des frênes pour avoir une espèce de banque de semences avant que les frênes disparaissent d'une certaine façon. Bon, il ne faut pas être alarmiste à ce point-là. Pour aussi utiliser les outils de la génomique pour voir la diversité génétique des populations nord-américaines de frênes. Et comme je le mentionnais, donc, rechercher des frênes survivants dans des parcelles où il y a eu de la progression ou la dissémination de la grille pour tuer toutes les frênes qui sont présents et avoir les outils de base pour établir un programme de sélection. Sur la prochaine diapo, qui est la dernière, donc je voulais remercier les différentes personnes qui ont contribué à ce projet-là. Donc, je fais des groupes là, parce que je voulais pas mettre, la liste aurait été trop longue. Donc, je reviens avec la contribution initiale de Robert Lavallée, les membres du labo et l'équipe Fraxinus, donc les différentes personnes qui ont travaillé directement à l'échantillonnage, à l'extraction d'ADN, d'ARN, etc. Donc, le support logistique et l'expertise au laboratoire. Et nos collaborateurs aussi, la plateforme de protéomique du Centre de recherche du CHU. Bon, d'autres collègues à ressources naturelles, les municipalités, comme je l'ai mentionné au début, et certains collaborateurs, en particulier à l'INRS. Donc, c'est ma dernière diapo et ça me fera plaisir de répondre aux questions. Oui, merci, merci Armand. Attendez-moi juste un petit instant, je vais rétablir. Alors, pour ceux qui se sont joints à nous tardivement, je me présente Véronique Maltais, puis j'animerai la période de questions. Tout juste avant de débuter, cependant, j'ai un message d'intérêt puis quelques règles d'usage à vous partager. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant activer votre vidéo, là. Et puis, si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon de procéder est vraiment de compléter l'attestation de participation avec le lien URL et le code d'activité qui est maintenant intégré dans le lien URL là, que vous allez trouver dans quelques minutes dans le chat. Donc, je vais m'assurer de mettre le lien dans le chat tout juste au début de la période de questions. Vous pouvez bien entendu poser la question vraiment dans la langue officielle de votre choix, en anglais ou en français. Il y a deux façons de poser votre question. Donc, soit verbalement, en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et en sélectionnant l'icône main levée. Donc, je vais m'assurer de vous nommer en ordre et vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Et après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons que vous posiez une seule question à la fois, autant pour donner la chance à Armand de bien répondre à votre question, mais aussi pour laisser la chance à tous de poser une question. Et comme deuxième option, si vous préférez poser votre question par écrit, bien, il y a tout simplement la boîte du chat. Là, vous pouvez sélectionner l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Finalement, nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et aussi l'organisation que vous représentez. Donc, la période de questions va maintenant pouvoir commencer. Je vais rétablir le son pour tous. Donc, vous allez pouvoir avoir l'option de vous activer votre micro, en fait, quand ça sera le temps. Et je vais à l'instant mettre le code d'activité pour la formation obligatoire dans le chat. Et voilà, c'est fait. Donc, pour le moment, je ne vois pas de main levée, mais je vais aller voir dans le chat. Donc, on avait une question ici de M. Gilbert Nollet. Est-ce qu'il y a des frênes qui résistent ou répulsent les larves de la grille et qui sont très peu affectées? C'est un peu l'hypothèse des fameux lingering ash. Donc, les Américains ont plus de recul, étant donné qu'ils ont subi une manifestation plus tôt d'une certaine façon. Il va vraiment falloir attendre pour voir si ces frênes survivants-là, les caractériser plus en détail, voir si
ils ont des propriétés particulières et ça risque d'être très complexe parce que l'interaction, la répulsion, ça me surprendrait. Ça faudrait que ça soit vraiment des traits génétiques très forts et puis c'est peu envisageable. La game se joue plus de façon plus subtile d'une certaine façon. Donc, mais ça serait, avec le temps, on devrait pouvoir éclaircir ça un peu plus en regardant, en faisant le chemin inverse, en regardant les freins qui démontrent être beaucoup plus résistants, d'investiguer plus en détail leurs critères par les techniques transcriptomiques ou de protéomiques. Puis on pourrait même aussi regarder au niveau des volatiles produits. Mais là, ça demanderait un dispositif expérimental plus complexe. Mais du moment que ce matériel-là existe ou peut être, on peut mettre la main là-dessus, ça pourrait être très intéressant. On a une autre question dans le chat de M. Patrice Roberge de la Ville de Québec qui pose comme question: quel est le pourcentage actuel de lingering ash trees observé aux États-Unis dans les zones fortement infestées? C'est très faible. Il y a Nathalie qui est en ligne aussi, qui peut peut-être nous donner une idée, mais on est dans le moins que 1%, je pense. Là. C'est vraiment très, très faible. Faut aussi mentionner que les Américains ont une approche où ils peuvent infester les frênes dans des conditions contrôlées. Donc, ils arrivent à prélever les œufs et à implanter les œufs de la grille sur la tige de l'arbre. Une tige qui est à peine 1,5 cm de diamètre. Donc, c'est Jennifer Koch qui est au US Forest Service qui fait ça. Donc, cette approche-là est unique. C'est la meilleure façon de tester en laboratoire, d'enlever tous les effets externes parce que les arbres, on peut faire des boutures. Donc, c'est une approche clonale. Donc, on peut prendre 5 individus qui sont génétiquement identiques et implanter les larves pour voir si un groupe en particulier, donc c'est des expériences, on parle de presque une centaine d'arbres qui sont produits avec des groupes de 5 arbres identiques avec les statistiques pour assurer une robustesse nécessaire. Donc, c'est la seule façon finalement de vraiment faire le proof of concept, si on peut dire. Donc, c'est une réponse. On n'a pas de réponse malheureusement actuellement, mais en convergeant les différentes approches de recherche, on devrait pouvoir avoir quelque chose d'intéressant à plus long terme. Il y a Nathalie qui a levé sa main. Oui, exact, Nathalie Isabelle. Bonjour Armand, merci de m'avoir tendu la perche. Très bonne présentation. Juste pour compléter sur le pourcentage d'arbres qui sont résistants, c'est très faible, c'est moins de 5%, mais il faut se dire que en fait, la recherche d'arbres résistants s'est faite tardivement. Donc, dans beaucoup de cas, les peuplements, un arbre qui se retrouve seul dans une forêt n'a pas de grande probabilité de survie non plus. La nappe phréatique monte, tout ça. Donc, on a probablement échappé aussi des individus qui auraient survécu. Comme j'ai déjà dit, les arbres qui sont résistants, il y a plusieurs mécanismes. Il y a énormément de variations dans le type de réponse. Donc, oui, on aurait besoin de mieux comprendre le phénomène, mais ça nous amène à penser que, compte tenu qu'il y a beaucoup de variations dans les réponses, puis le type de réponse et des différences entre les espèces, c'est possible d'aller chercher, mais il faudrait pouvoir les repérer tôt. Et c'est un peu là ce qui nous manque. On n'a pas de parcelle ici. Merci Nathalie pour le complément. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions de main levée ni dans le chat. Comment on fait pour les questions en salle? Ah, allez-y. Peut-être que la personne pourra se déplacer vers Par les formats, oui, tiens, bon. Non. Bonjour, merci Armand pour la présentation. Christine Martineau du Service Canada des forêts, ici au CFL, de toute évidence. Donc, ma question, Armand, j'en ai deux, mais comme tu commençais avec une seule, je vais y aller avec la première. On a vu que vraiment une meilleure réponse au niveau des arbres fortement infestés versus faiblement infestés.
est-ce que finalement, ce qu'il ne faudrait pas, c'est cibler ces quelques protéines-là qui étaient chez les moyennement infestés, parce que finalement, ce qu'on voudrait détecter, c'est une infestation de manière hâtive et non pas un coup où l'arbre est fortement infesté finalement. Est-ce que vous avez envisagé cette option-là d'aller chercher là, vraiment ce qui répond le plus tôt ou le plus vite finalement en début d'infestation pour aller cibler ces protéines-là finalement? Oui, très bonne question. Effectivement, j'ai présenté un diagramme de veine où on voyait les trois, une analyse avec les trois types d'arbres. Donc, c'est un peu ça. Il y en a qui... Là, on est en train de vraiment d'éplucher tout ça, puis voir un peu... parce qu'effectivement, on ne veut pas avoir un marqueur que l'arbre, il n'y a plus de feuilles, puis ah oui, mon marqueur est positif. Donc là, on travaille avec quelque chose qui est très, très positif, qui est comme évident. Puis on a tout le matériel pour aller plus vers une infestation moins importante, qui n'est pas visible à l'œil nu non plus. Donc, il y a beaucoup de marqueurs qui sortent. Et puis des gènes dont on n'aurait pas, je ne l'ai pas mentionné, mais des gènes où on n'aurait pas pu prévoir une fonction possible en la réponse aux insectes. Donc, souvent, il va vraiment falloir départager ce qui est unique à la présence de la grille versus d'autres types de stress. Mais je trouve que personnellement, avant de prendre ma retraite dans 2 ou 3 ans, je pense qu'il y a quand même des choses, des avancées qu'on peut faire et puis des trucs intéressants à explorer. Mais là, on prend le même chemin, mais on le fait à l'inverse. On a fait une marche en forêt. Là, on vient sur nos pas, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on aurait pu avoir manqué pour avoir cette différence-là plus subtile. Sinon, ça ne sert à rien. Avoir un kit du style COVID avec même si c'est facile à faire, puis tu as juste à regarder les branches en haut pour dire ah, effectivement, c'est positif. C'est pas ça l'idée. Mais je suis content aussi de savoir qu'il y a d'autres projets où la liste de gènes et les protéines correspondantes peut être utilisée parce qu'on a des marqueurs importants qui sont des marqueurs de réponse de défense. Après ça, pas pour l'utilisation de tests diagnostiques, mais pour voir au niveau du breeding, les lingering hash, est-ce que certains de nos gènes vont sortir de façon significativement plus importante dans les lingering par rapport au... C'est tellement le fun de parler avec du monde comme ça. Plutôt que... Donc, c'est ça. C'est ça la réponse. Une question de Jean Bérubé en salle aussi, si vous permettez. Bonjour, merci Armand, excellent colloque. Donc, ton kit va être basé sur des anticorps. On voyait une diapo avec des lapins. Est-ce que tu vas faire des anticorps polyclonaux, monoclonaux, ou tu vas prendre une approche même plus ARN directement? Bonne question. On en a déjà fait faire une compagnie en Suède. Donc, c'est des polyclonaux. Du monoclonal, c'est quand même pas mal plus cher, à moins d'avoir un partenaire commercial. Là, mais on a débuté par ce qu'on peut regarder, vous pouvez taper sur Internet, puis Antibody Custom Production. Puis effectivement, la grande majorité, c'est des gens qui ont des animaleries, qui ont des lapins des lapins qui vont donner leur corps à la science, malheureusement. Mais donc, le monoclonal, c'est plus compliqué, mais ça pourrait être intéressant aussi. On n'a pas été dans le détail encore pour voir les avenues. Là, on cherche des investisseurs, c'est une blague, pour développer quelque chose dans ce sens-là. Merci. On a quelques questions dans le chat. Je vais y revenir dans pas très longtemps. Je vais plutôt céder la parole à Philippe Tanguay qui a la main levée. Merci Armand, très bonne présentation. Philippe Tanguay, Service canadien des forêts. Moi, en fait, tu viens de répondre un peu là, partiellement à ma question. Je voulais savoir à quel point les candidats que vous avez identifiés, soit au niveau des ARN messagers ou des protéines, à quel point ces candidats-là étaient spécifiques à la grille et pas des protéines de réponse générale à des stress. Donc, tu l'as mentionné un peu, puis je voulais savoir s'il y avait des pourparlers, en fait, avec les Européens aussi pour tester ces réponses ces candidats de défense-là, tester leur efficacité pour détecter, en fait, peut-être d'autres maladies dont tu parlais de la calarose, là. C'est probablement juste une question de temps avant qu'elle apparaisse en Amérique du Nord, là. Je voulais savoir s'il y avait un potentiel pour tes candidats pour autre chose que la grille aussi.
Merci, Philippe. C'est une très bonne question. On vient tout juste d'avoir l'article accepté, notre premier article accepté dans BMC Plant Biology, où on met les cartes sur table, la liste de gènes qu'on a obtenus, tout ça. Donc, malheureusement, avec la COVID, on a eu très peu de congrès scientifiques en présentiel les deux, 3 dernières années. J'espère pouvoir reprendre la route puis les discussions face à face avec différents chercheurs, donc surtout les groupes européens. Donc ça, c'est en gros, là, on a du rattrapage à faire, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des ponts à créer, puis la Calarose, merci. J'aimerais ça que tu le prononces en son nom latin, mais plus tard, je vais l'entendre. Donc, c'est au plan. Malheureusement, c'est plus facile avec des contacts directs puis des discussions informelles au café. Mais on est rendu là parce qu'on peut, on a notre propriété intellectuelle est rendue disponible, mais je veux dire, le fait de l'avoir publié, on peut discuter de la fonction de ces gènes-là avec des collaborateurs de recherche. Il y a des gènes on a trouvé un groupe de gènes qui est très, très spécifique à l'interaction plante-insecte. Ça serait trop long, on pourrait en reparler au café, mais c'est dans le diagramme de Venn dans le milieu, là, il y a des gènes qui ont été démontrés chez une plante modèle Arabidopsis thaliana. Comme ces gènes-là, lorsqu'on fait des mutants, les plantes sont résistantes. Quand on mute ces gènes-là, les larves sont plus capables de s'alimenter, absolument plus capables de bouffer les feuilles de cette plante-là. Donc, c'est quand même assez important. Puis, ça pointe vraiment pas sur quelque chose de logique dans tout ce qu'on connaît. Mais c'est particulier. Je peux le dire, là, c'est les rythmes circadiens. Donc, comment les rythmes circadiens sont importants dans les interactions plantes-insectes. Et nos travaux ont mis en évidence dans les différents traitements qu'on a utilisés, bons ou mauvais, dans le sens on aurait pu faire un monitoring différemment. Il y a une question qui est dans le chat, justement, pour voir si quel genre d'approche on pourrait faire. Là. Effectivement, la présence d'insectes ou trouver d'autres marqueurs plus robustes sur la présence de la grille chez le frein. Là, mais ça reste à explorer encore. On va aller dans le calendrier. Là. Attends un petit peu. On a quelqu'un qui ne s'est pas mis sur Zoom. Attendez-moi juste un instant. Ça, c'est marqué le 23 février. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Ça répond à... On pourrait en discuter plus, mais il y a beaucoup de... Non, il y a des... c'est sûr que des fois, on voit ce qu'on cherche, là, mais quand on regarde les analyses bioinformatiques sur les gènes qui sont différentiellement exprimés, le niveau d'induction lors de on parle de ceux qui sont induits très, très fortement. Pas nécessairement dans les très, très infestés aussi, c'est ça l'idée. Donc, on a ratissé large au début, puis là, on est en train de focusser sur la réponse précoce, ou pas quand merci, Armand. Tu l'as mentionné dans le chat, il y a quelques questions. Donc, je vous rappellerai seulement de mentionner l'organisation que vous représentez. Donc, on a une question dans le chat de M. Pierre Desrochers de Ressources naturelles Canada qui demande « Dans combien de temps pensez-vous avoir un test rapide disponible? » Bon, j'ai aucune... honnêtement, les travaux, on a pris presque 6-7 ans entre les premiers échantillons qu'on a récoltés et aujourd'hui, en avoir des résultats. Donc, ça serait très spéculatif de parler de... Je ne pourrais pas parler à des investisseurs puis qui me donneraient la bénédiction sans confession, comme on dit. Ça serait impossible ou ça serait vraiment des gens qui ont de l'argent acheté par les fenêtres. Donc, je pense que c'est... Dans cette démarche-là, il y a une double approche. Il y a une approche pour le faire chez le frein, puis il y a une approche pour... Parce qu'il y a très peu de documentation qui
regarder des mécanismes moléculaires, de la transcriptomique et de la protéomique, comme outil de prédiction, souvent en breeding, en amélioration génétique. On fait des tests concrets, on fait des inoculations. Dans le cas ici, c'est très difficile de faire les fameuses infestations ciblées qu'on fait en mettant les œufs sur des branches blessées là, pour le faire en conditions contrôlées. Donc, c'est ça, la réponse, c'est c'est impossible de répondre de façon honnête. On ne sait pas. Merci, Armand. On a une autre question dans le chat de Régent Bergevin. On a souvent dit que l'observation du dépérissement du feuillage n'était pas le meilleur indice de discrimination de l'infestation. Et aurait-il été préférable d'utiliser la cueillette de branches et densité larvaire comme discriminant? C'est une bonne question. À la limite, l'excuse qu'on a, c'est qu'on avait au moins mis des pièges pour voir un peu ce qui existait. C'est sûr que ces insectes-là pouvaient venir d'ailleurs aussi. C'est pas nécessairement les arbres qui ont la résulte des ponts, la ponte de la grille sur cet arbre-là en particulier. La grille, l'adulte a des ailes pour justement, c'est un peu un clin d'œil que je faisais dans ma diapo, là, la grille qui est partie pour s'en aller à Répentigny ou à Berthierville. Donc, l'écorçage des branches, c'est difficile, il faut tomber sur la bonne branche. On a écorcé. Ce qu'on sait, c'est quand on a prélevé nos échantillons, puis on a eu le support de différents ministères des Ressources, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, pour vraiment aller prélever des grandes quantités d'écorce, dans le sens c'était pas un carnage, là, mais c'était comme on avait une scie circulaire électrique, puis sans fil, et puis on faisait des gros carrés pour avoir assez de matériel pour regarder. Donc, habituellement, c'était assez représentatif des données qu'il y avait en règle générale, mais jamais il y a eu d'écorçage de branches d'arbres sur ces arbres-là qui ont été sur lesquels on a prélevé l'écorce. Mais c'est ça, c'est un compromis entre une approche facile, puis c'est sûr que maintenant, avec les gènes qu'on a, on peut faire le chemin inverse, là, de regarder, voir dans des conditions un peu plus subtiles, à savoir de prélever une petite quantité d'écorce, puis voir au hasard, est-ce que, sans aucune indication, mais on sait que la grille est présente ou la grille n'est pas présente, est-ce qu'on a un signal, nous, qui est positif au niveau des gènes qui sont dérégulés suite à la présence de la grille? Donc, on peut faire le chemin inverse aussi, faire ça à l'aveugle et puis regarder, voir est-ce qu'il y a des corrélations qu'on peut faire avec un bon budget, puis on peut voyager maintenant, donc c'est faisable, faire du terrain. Merci, Armand. On poursuit dans le chat avec une question de Audrey Moffett de l'administration portuaire de Québec qui mentionne, si je comprends bien, il reste des tests à faire pour valider que le ou les marqueurs choisis ne répondent pas aux autres infections présentes chez les frênes. Est-ce bien cela, Armand? Oui, tout à fait. Ça serait vraiment un peu trop poussé de dire que c'est unique. Mais les résultats, déjà, on a l'impression de rester dans l'aspect entomologique dans la réponse. Mais il y a quand même, quand on regarde la notation des gènes, c'est fait par des ordinateurs, c'est fait par des humains. Donc, juste pour donner un exemple, il y a une protéine intéressante qui est une heat shock protein. Donc, c'est une protéine de choc thermique. Dans notre expérience, il n'y a pas de choc thermique pantoute. Sauf que les protéines de choc thermique ont été découvertes lors d'une expérience ou même pas chez les végétaux, je pense chez la levure, où il y avait un choc thermique qui avait été fait et on l'a appelé choc thermique. Mais c'est une famille qui relève plus, pas de la fonction, mais de l'origine de la découverte. Fait qu'il faut vraiment creuser, puis il y a du travail à départager tout ça, beaucoup. Donc, la courte réponse, c'est non, c'est pas spécifique encore. On vise à avoir quelque chose de spécifique. Mais la façon dont je l'ai présenté, c'est vraiment l'annotation des données de transcriptomique qui est fait finalement à l'échelle planétaire. Là, tout le monde qui travaille sur le frêne, on publie des données, puis c'est compilé avec il y a la Banque mondiale, mais nous, en génétique moléculaire, on a le GenBank. Donc avec GenBank, on a tous les outils nécessaires pour aller plus loin.
mais c'est vraiment un aspect de compréhension. On veut comprendre puis aller dans la bonne direction pour être spécifique pour le test comme tel. Merci Armand. Une main levée, Philippe Tanguay. J'ai encore plein de questions. Je vais me gâter. Oui. Armand, je voulais savoir, à ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres initiatives pour la détection d'arbres infectés par la grille qui sont en cours présentement? Encore là, dans la littérature, non. L'absence de congrès fait que l'information est plus lente à sortir, mais à ma connaissance, non. Certainement pas sur le prélèvement d'écorce. Il y a eu beaucoup de comparaisons entre les frênes de Mandchourie, qui sont supposément résistants, qui ont été faits, mais la résistance est souvent pas associée avec le fait qu'en Chine, les ravageurs, les ennemis, on dit les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, la grille en Chine a besoin de coévoluer avec ses propres ennemis. Donc, quand on prend des freins de Mandchourie, puis on regarde la résistance, tester la résistance dans des conditions contrôlées en Amérique, c'est une autre approche, là, puis il faut bien tenir compte de ce contexte-là. Ce qui me fait penser aussi, côté un peu malheureux de tout ça, c'est que la recherche a beaucoup diminué aux États-Unis d'une certaine façon. On regarde des noms qu'on voyait qui avaient vraiment décortiqué beaucoup l'interaction, la réponse de l'arbre, puis des trucs comme ça. Je pense que ça devient peut-être plus difficile dans certains cas au niveau... je pense que le projet dont Nathalie mentionnait là, sur regarder les populations naturelles, on est rendu plus là de trouver une solution, puis à plus long terme. Tout ce qui est de décortiquer l'interaction, la réponse de défense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu jeté l'éponge d'une certaine façon. Nous, on a pris un angle différent, c'est-à-dire on est vraiment concentré sur l'écorce parce qu'il y a une signalisation dans l'arbre qui se fait. Comme je le mentionnais, tout le microbiome intestinal de la grille est relâché aussi dans cette partie-là de la plante, les éléments vasculaires sont présents, donc il y a un transport aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Est-ce que il faut penser que le génome du frêne de Pennsylvanie, c'est tout récent. Donc, ce consortium-là va sûrement continuer aussi à travailler puis à évoluer, à mieux définir le rôle des gènes dans le contexte d'infestation par la grille. Merci Armand. On a une autre question dans le chat de M. Patrice Roberge de la Ville de Québec, si ma mémoire est bonne, sinon vous me corrigerez. Vous mentionnez que la réponse immunitaire à l'infestation par la grille est forte chez nos espèces nord-américaines. Excusez, c'est donc essentiellement la quantité de larves qui mène à la mort des arbres infestés. Est-ce que ça confirme l'hypothèse qu'on a souvent entendue au début de l'infestation, selon laquelle l'utilisation de moyens de lutte permettant de diminuer localement les populations en ville permettra de conserver des populations résiduelles de frênes une fois que les populations de grilles se seront effondrées suite à la mort de la majorité des frênes? Et je sais que Nathalie Isabelle a répondu dans le chat, mais peut-être en complément, si Armand, tu veux ajouter quelque chose. C'est une question pour Robert Lavallée, comme j'ai mentionné au début. Il y a un piège à avoir un pronostic sur des populations qui vont avoir baissé de façon importante, comment ils pourraient se réétablir. C'est pas une question facile. Et puis, je dois avouer que ma connaissance sur le volet plus écologie de la grille est quand même limitée, je dois l'avouer. Donc, je ne peux pas répondre de façon très affirmative, là, très détaillée. Ça fonctionne, Nathalie. Je ne sais pas si tu voulais mentionner à haute voix le commentaire que tu avais inséré dans le chat. En fait, il y avait
il y avait l'aspect que la réponse n'est pas la même en fonction des espèces. La grille du frêne, au départ, ce sont beaucoup des entomologistes qui s'y sont intéressés. Donc, pour eux, il n'y avait pas vraiment de variation au niveau de l'espèce. La réponse était la même. Mais finalement, les travaux de Jennifer Cock ont montré qu'il y avait vraiment énormément de variations entre les espèces. Les travaux de Richard Bogg l'ont démontré aussi. Donc, c'est comme je disais, il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués dans la réponse. L'autre chose, c'est que pour les populations d'agriles, en fait, aux États-Unis, il y a eu plus d'une vague. Donc, on ne peut pas penser que, je ne sais plus c'était combien de milliards d'arbres qui sont morts de frêne aux États-Unis. Il y a eu quand même 2 ou 3 vagues d'agriles. Donc, l'effondrement des populations, selon ce qu'on observe aux États-Unis, je ne sais pas si ça va arriver ou pas, là, on ne peut pas le prédire, mais ce n'est pas arrivé aux États-Unis en tout cas. Puis ce n'est pas encore en train de se produire. C'est sûr que là, il y a des nouveaux moyens de lutte, mais le fait de protéger des arbres à un endroit va, je veux dire, les prédateurs vont se déplacer ailleurs. Donc, ce n'est pas une garantie que d'abattre ou de tenter d'éliminer ne va pas contribuer davantage à propager. En fait, les insectes vont essayer de manger à quelque part, là. Donc, il n'y a pas de. On est un peu on observe le front de migration, puis on réagit au fur et à mesure, là. Il n'y a pas de solution, mais comme ce qui a été fait aux États-Unis, puis qu'on n'a pas bien fait ici, c'est d'établir des parcelles, justement, pour faire de suivi temporel des fronts de migration. Ça serait, en tout cas, ça permettrait peut-être de nous aider pour au cas où il y aurait d'autres vagues d'infestation qui vont probablement aussi se produire. Merci Nathalie. On a une question dans le chat de Mme Charline Hébert de la ville de Pointe-Claire. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des travaux en cours aux États-Unis ou au Canada pour développer des nouveaux cultivars de frêne actuellement? Non, vraiment, je pense que c'est très difficile à vendre comme idée, je pense. Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans. Euh, Parce qu'on n'a pas les connaissances, comme on vient de le mentionner. Là, on est un peu, je dirais pas à la remorque, mais on est connecté avec la recherche ici aux États-Unis. Et puis, comment on peut les arbres qu'eux vont développer ne seront peut-être pas nécessairement super adaptés pleinement pour les conditions climatiques ici. Donc, c'est un travail, il faudrait débuter le travail de façon locale, avec les connaissances qu'on a à l'international. Euh, mais non, je pense que c'est ce qui arrive malheureusement. Si vous contactez les pépinières, les frênes n'en ont plus. Donc, de ce que j'ai compris, c'est plus sur la liste de production jusqu'à ce que quelque chose d'intéressant soit disponible. Parce que comme je l'ai mentionné, c'est l'arbre urbain, malgré il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas ça beau, mais c'est quand même un arbre qui fait la job largement. Donc, son remplaçant, ça ne sera pas évident, ça va être un bouquet de centaines d'autres espèces, mais c'est pas pour rien qu'il était massivement utilisé. Donc, mais c'est sûr que c'est une approche à développer. Oui, ça va être avec des fonds publics aussi, fort probablement. J'étais étonnamment surpris positivement de que le triazin, c'était vraiment de la recherche qui avait été faite au SCF. Donc, on ne sait jamais, même dans des compagnies de R&D ou de pharmaceutiques, ils font plein de recherches et puis il y en a quelques-unes qui vont passer la barrière de la commercialisation, mais on ne sait jamais trop dans quel contexte on va pouvoir utiliser ça. Mais bon, c'est intéressant de voir que le triazin, c'est une découverte du Service canadien des forêts. Donc, oui, je pense qu'il faut penser que faire la promotion. Donc, tous les gens qui posent des questions justement à savoir si ça va être disponible, ben, c'est des supporters pour quand on revise les programmes de recherche et puis les Américains l'ont bien démontré, au lieu de mettre la clé dans le projet, ils ont décidé de continuer puis d'être proactifs. Donc, c'est un peu ça l'idée, là, c'est les découvertes engendrent des découvertes et puis le financement qui vient avec aussi. Oui, Nathalie?
Je voulais seulement savoir, Armand, pour le test diagnostic, peut-être que j'ai manqué un petit peu le départ, mais tu sais qu'en ville, il y a plusieurs variétés qui sont, tu sais, il y a comme les espèces de frênes indigènes, mais au niveau des villes, on utilise beaucoup en foresterie urbaine des hybrides interspécifiques, puis ça inclut des espèces européennes. Est-ce que le test fonctionne aussi avec, où ça n'a pas été fait les tests là, avec ces individus-là là, qui sont populaires? Parce que souvent, pour les arbres en ornementation, on va choisir des individus qu'on va après ça greffer, puis qu'on va propager. Là, c'est souvent ça qu'on retrouve dans les villes. Oui, c'est une bonne question. C'est intéressant parce que tu me tends une perche ici. Si on fait l'analogie, j'ai oublié de le mentionner dans la présentation, si on regarde la présence d'un ravageur qu'on regarde par PCR, c'est à savoir un extrait de l'ADN d'un échantillon, puis on regarde avec des amorces bien spécifiques pour voir si l'ADN du ravageur est présent. C'est très sensible et c'est très précis. Donc, on peut faire une distinction à l'espèce ou à la provenance presque même, si on peut dire. Là. Mais donc, on peut aller vraiment fin au niveau du discernement de savoir un ravageur en particulier. L'approche qu'on a utilisée, c'est que les protéines, surtout dans la structure tridimensionnelle, des domaines plus fonctionnels, sont quand même conservées. Donc, dans le sens, c'est spécifique dans le type de réponse qui est fait, mais on peut s'attendre avec un anticorps qui soit un peu plus, moi je pourrais dire, versatile sur sur la détection pas d'un groupe de protéines, mais d'une famille de protéines spécifiques. Bon, c'est mon côté positif et aussi, je pensais, de penser qu'on va pouvoir, le fait d'utiliser la voie des protéines serait moins restrictive qu'une approche de PCR. Mais encore là, c'est à démontrer. OK. Si. On a une question dans le chat de Kishan Sambarajou, qui est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides. Y a-t-il des changements notables dans les gènes protéines des frênes infestés par la grille du frêne sur un gradient latitudinal climatique? On peut pas répondre à cette question-là avec les données qu'on a. C'est sûr que notre liste courte de gènes dérégulés maintenant est publique avec la publication. Donc, peut-être que les gens vont regarder, voir si dans les profils d'expression qu'ils ont dans les travaux qu'ils font sur les populations de frênes, s'il y a des différences, des trucs comme ça. Mais c'est prématuré là, de pouvoir l'utiliser. En tout cas, on n'a pas fait ces travaux-là. Ça pourrait être intéressant de le faire, mais je pense que c'est ça, le fait d'avoir rendu l'information publique là, après tant d'années, malgré le fait qu'on avait commencé il y a un bon bout de temps, c'est intéressant parce que la communauté scientifique va pouvoir utiliser ça. Sans même demander d'envoyer de l'ADN dans une enveloppe. C'est la beauté de la génomique, justement. Sur la séquence, et puis ils peuvent faire les travaux sans même nous en informer aussi. Merci Armand. J'ai une question en attente dans le chat, mais est-ce que de ton côté dans la salle, il y a des questions? On est bien tranquille. Oui? OK. On va y aller avec la question dans le chat pour le moment de Audrey Moffett de l'Administration portuaire de Québec. À l'heure actuelle, lorsqu'un terrain avec la présence de frênes a commencé à être infecté par la grille, pensez-vous qu'il est inévitable d'en venir à la coupe progressive de tous les frênes du terrain? Ou, autrement dit, est-ce que certaines mesures autres que la coupe, par exemple le piégeage, les produits chimiques, sont déjà recommandables en terrain urbain? C'est une bonne question. Avec mes connaissances, j'ai l'impression que le triazin, puis la réponse que la stratégie que la Ville de Québec a mis en place, le triazin, c'est probablement, de ce que je vois aussi en préparant la conférence de ce matin, là, le triazin, ça semble être une bonne approche. C'est pas, on peut pas faire ça juste une saison, puis ça va être bon pour 4-5 ans, il faut le faire à chaque année. Je pense que j'ai pas réussi à mettre le doigt sur le prix par traitement par arbre, ça doit être ici, là. Mais je pense que l'utilisation du triazin, ça serait probablement une approche intéressante. Pour diminuer les coûts, ben, c'est sûr que les arbres, il y a toujours des arbres qui ont, à l'époque,
l'époque où ils ont été plantés, qui avaient toute leur place, puis ils deviennent un peu plus encombrants avec le temps. Donc, il y a peut-être une stratégie mixte d'abattage de quelques arbres qui sont moins précieux, si on peut dire, au niveau paysage, au niveau au niveau écosystémique, là, au niveau du rôle en général, de façon globale. Donc, ça pourrait être une approche mixte, effectivement, de l'abattage. Ce qui est intéressant, c'est sans faire de jeu de mots, on coupe l'herbe sous le pied à la grille d'une certaine façon, mais on va se débarrasser finalement des larves qu'il y a dans cet arbre-là. Parce que ça a été un gros problème. Je me souviens quand on a eu la grille, l'annonce de la grille qui a été découverte en 2017 à Québec, on ne savait pas quoi faire des bio. Puis les gens de l'incinérateur disaient, ben, du bois vert, ça brûle pas. Donc, puis on les transporter comment pour les descendre dans Limoilou? Parce qu'en tout cas, il y avait toute une histoire. C'est intéressant de voir comment ces questions-là ont été soulevées le jour où on a levé le drapeau rouge en disant grille détectée à Québec. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'utiliser une approche mixte, la plus efficace, c'est vraiment le triazène. Il est déjà 11h55. On aurait le temps pour une dernière question. On n'a pas de main levée. Philippe, la dernière question est à toi. Oui. Armand, tu parlais justement qu'il y a tout un microbiome qui est associé à la grille. Je voulais savoir si ce microbiome-là avait été bien caractérisé, s'il y avait des organismes qui étaient vraiment spécifiques à la grille et si vous aviez retrouvé des transcrits dans vos échantillons de ces organismes spécifiques-là, qui pourraient potentiellement être des cibles pour d'autres types d'outils de détection. Oui, tout à fait. La réponse est je ne sais pas. Okay. Parce que, d'une part, là, on a recueilli, tu vas prendre la fin de ta question, dans le sens des transcrits de la bactérie. Ben, c'est sûr que ce serait un champignon, parce que les ARN sont polyadhérés, donc on est allé chercher des ARN d'eucaryotes, pas ceux de procaryotes. Ils ne sont probablement pas sortis. Puis il aurait fallu qu'il y ait vraiment une quantité nettement supérieure dans les arbres infestés, dû à la présence de la grille. Ça pourrait être une possibilité. On les aurait sortis dans le criblage différentiel. Mais à la notation, ils devraient sortir aussi. Mais on n'a pas fait ce travail-là, mais c'est intéressant, oui. Ça mérite d'être regardé. Mais est-ce que ça va être un... Parce que je suis pas sûr. Une partie de la réponse que je devrais te donner, c'est quand on découpait des écorces, puis il y avait de la grille, on ne touchait pas. Ces pièces-là n'étaient pas utilisées. On s'arrangeait pour garder l'idée que à cette hauteur-là, si la grille est rendue là, effectivement, il y en a partout, puis on pourrait contaminer notre échantillon avec des fesses de grille ou de la grille de cours. Bon, est-ce que ça circule de façon assez fluide, si on peut dire, comme la circulation routière dans le xylème et dans le phloème? C'est quelque chose, ça serait quelque chose à investiguer plus, carrément récolter pas de l'eau d'érable, mais de l'eau de frêne au printemps, puis voir qu'est-ce qu'on a dans ce liquide-là aussi. On pourrait extraire l'ADN, puis voir aussi s'il y a une flore importante. Mais puis pour ce qui est du microbiome de la grille, on n'a pas regardé encore. Je ne sais pas même s'il y a des travaux qui ont été faits, sûrement qui ont été publiés il y a plusieurs années, probablement, mais d'aller chercher un peu, voir qu'est-ce qui a été fait par les groupes en entomologie. C'est une bonne piste. Et c'est ça, comme je disais, il y a des gènes qui ont été démontrés, des gènes chez les plantes qui ont été démontrés un rôle dans la nutrition des insectes en relien avec le cycle circadien. Donc, on est au début d'éplucher tout ça aussi, là. Il y a beaucoup d'heures de travail passionné et intéressant.
Excellent. Merci beaucoup, Armand, pour ta présentation qui s'intitulait Un test rapide pour la détection directe de l'infestation du frêne par la grille, science-fiction ou réalité. Ça a été très apprécié. En terminant, j'aimerais vous inviter au prochain colloque qui aura lieu le jeudi 9 mars, donc dans 2 semaines, et qui s'intitulera Développer un outil de planification écologique afin d'aider la conservation d'une richesse méconnue, les tourbières de la région Ewichi-Baie James. Et la conférencière invitée sera Nicole Fenton, professeure et directrice de l'Institut de recherche sur les forêts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Finalement, j'aimerais vous inviter également à surveiller nos fils Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Et encore une fois, merci beaucoup Armand. Merci à tous pour votre participation. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.